ce que je vais essayer de faire, je ne parlerai pas des aspects techniques. Si jamais il y a quelqu'un dans l'audience, disons ici, ou bien qui va me voir après, on peut m'écrire pour me demander, ou bien Enrico, pour demander le papier, quoi, ça veut dire les références techniques. Mais je vais essayer de raconter un peu de résultats techniques, un peu appliqués, et puis aussi une histoire. Premièrement, je dis toujours la même bêtise. Ça, c'est les montagnes des Andes, bien entendu. Et puis, c'est mon université. Je dis toujours la même blague, elle devient vieille comme blague. C'est la plus haute du Chili, mais pas la meilleure. Elle est bonne, mais il y a d'autres qui sont plus cotées peut-être. Mais c'est la plus haute, il y a 1000 mètres. Dans la vallée, il y a Santiago à 500 mètres d'altitude. Donc 500 mètres au plus, c'est le bâtiment le plus haut sur Santiago. Et il y a mon université, et puis c'est un joli paysage. Bon, et sans plus, moi je vais passer à la prochaine. Qu'est-ce que, si j'arrive à faire? Voilà. Je vais partir d'abord par le modèle de Schelling. C'est mal écrit là, Schelling, mais tant pis. Schelling, c'était un monsieur qui était un professeur de Harvard, plutôt économiste, on peut dire. Et puis, en pensant aux problèmes de ségrégation sociale qu'aux États-Unis, à l'époque, les années 70 à peu près, c'est l'époque où il a apparu le modèle de Schelling, il y en avait pas mal. Il a essayé de faire un modèle mathématique très très simple. Et puis, c'est quoi? Premièrement, il dit qu'il y a deux populations, représentées ici par des couleurs, ou des nombres, c'est le plus 1 ou le moins 1, d'accord, des populations, dans un espace, disons dans un espace qui ici c'est une grille bidimensionnelle, grande, à la limite très grande. Chaque pièce, c'est une maison pour dire quelque chose. Et dans chaque pièce, il y a un individu qui va vivre ici. Et ce voisinage, c'est les 8 voisins à côté, c'est ce qu'on appelle le voisinage de Moore. Okay? Donc le modèle de Schelling a un échiquier très grand, avec des caisses. Dans chaque caisse, il y a un individu qui, mettons, il y a un avis, une opinion ou un sentiment sur quelque chose, que c'est plus 1 ou moins 1, 2. Bien sûr, si on ajoute des couleurs, moins 1, moins 2, plus 1, plus 2, le modèle, ça devient un peu compliqué techniquement, mais c'est la même chose, d'accord? Donc, il y a des couleurs, et le voisinage, je dis, c'est celle-là, et puis chaque individu, on lui donne, mais à tous, les mêmes. À cet égard, c'est un modèle, un toy model, ça veut dire très élémentaire. À chaque individu, on lui donne un seuil de tolérance. Ça veut dire, comme il y a 8 voisins, mettons que dans cette société, tout le monde a les mêmes seuils. Je vais au problème le plus facile. On ne change pas les seuils pour les autres. Et mettons que le seuil soit 5. Le maximum, c'est 8, entre 0 et 8. Okay? S'il y a 5, qu'est-ce que ça veut dire? Que si jamais je suis dans la population, mettons 1, couleur 1, et dans mon voisinage, il y a plus 5 ou plus voisins de l'autre couleur, je ne suis pas content. Je vais changer de maison. Je vais m'en aller. Parce qu'il y a beaucoup d'autres que je n'aime pas sur mon seuil, 5. Pareil pour les deux couleurs pour le moment. Okay? Donc, si le seuil, par exemple, est 8, ça veut dire que je suis extrêmement tolérant. Ça veut dire qu'il faut que tous les autres soient de la couleur différente pour qu'ils ne soient pas contents. Si le seuil est 1 pour tout le monde, on est très intolérant. Je vais changer tout le temps, je ne suis pas content. Alors, bon. Voilà, là, c'est le modèle qui, à l'époque, l'année 70, lui, il jouait sur un échiquier 8 par 8 pour essayer, hein, à la main, M. Schelling. Okay? C'est ça qu'il faisait comme était prof. Il y a un bouquin que je recommande à tout le monde, surtout, bon, les économistes doivent le connaître, mais pour ceux qui ne sont connus, on peut le lire comme ça, facilement, ça s'appelle Micromotive and Macro Behavior.
où c'est une collection d'articles, dont il y en a un qui se relie à ça, et d'autres de M. Schelling. C'est un bouquin très beau, et puis ça ne coûte pas cher. Moi, je ne gagne rien, hein. Je ne suis pas de la famille de Schelling, ni rien, mais ça coûte 3 fois rien, et c'est un très joli bouquin. Joli dans le point de vue, c'est très agréable à lire, ok? Chose que de temps, ça devient un peu rare. Bon, je continue. Et puis, par exemple, si jamais on a les seuils 5 ici, là il y a les couleurs, je l'ai mis là, par exemple, ceux qui sont entourés par un cercle, ceux qui ne sont pas contents, ils veulent changer. Et il y a des mecs qui veulent changer qui sont en couleur bleue, il y a d'autres qui sont en couleur jaune, et ils veulent changer parce qu'ils ne sont pas contents. Donc il me faut maintenant mettre une dynamique. Comment on veut changer, on veut changer. Quand on veut changer une maison, je ne sais pas, normalement on va à une agence de, je sais pas, une agence pour essayer de changer une maison. Ici, l'agence, mettons, c'est global. Donc il y aura une liste à chaque étape de personnes de couleur bleue qui ne sont pas contents, donc ils veulent changer, et une autre liste de personnes de couleur jaune qui ne sont pas contents, ils veulent changer. Et la dynamique, c'est vraiment simple. Si j'arrive à faire, voilà. Et à chaque pas, je prends 2 personnes qui ne sont pas contentes, de couleurs différentes, au hasard. Et je fais un swap. Je les échange, un par l'autre. Et puis, tout le temps comme ça. Et je me demande, qu'est-ce qu'il arrive? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ça, c'est le modèle de Schelling qu'a inventé Schelling. C'était publié exactement dans la revue Social Science en 1971. C'est apparu. C'est un modèle extrêmement simple de ségrégation parce que, et vous voyez la dynamique un peu ici, je ne l'ai pas fait animer, donc ce monsieur change, j'ai choisi des couples, je commence à changer, et finalement, ça c'est comme ça. Après, je reste, ça c'est cette structure, c'est un tort, ça veut dire ce côté-là est lié au côté d'en bas, et celui-là de la droite à l'autre comme ça. C'est une espèce de comment se dit, comment on dit en français ça? Un tort, oui, mais pour manger, comment on appelle les gâteaux qui ont un trou là? Une donut. Ouais, c'est pas en français d'ailleurs, bon, mais tant pis, mais c'est comme ça, c'est un donut, d'accord? Donc tout le monde a la même relation avec le voisinage, exactement pareil. C'est un truc cher aux physiciens en fait, hein, faire tout un espace uniforme. Donc après, on arrive ici, ça pour le seuil 5, on arrive à qu'il y a des quartiers où tout le monde est jaune, où tout le monde est bleu. Et ces quartiers sont connexes ici, sont connectés par là, etc., par tous les côtés. Donc, à certains égards, c'est ça qui produit la ségrégation. Ça, je me mets dans mon couleur. Donc, la question, c'est savoir, alors, qu'est-ce qui se passe si je change les seuils? Si je mets d'autres seuils? Évidemment, il y a des changements, ça dépend du seuil. Et puis, voilà. Avant, ça, c'est le diagramme de phase de tous les cas possibles, et je vais expliquer quelque chose. Ça, c'est un peu l'histoire. Quand j'ai commencé avec ce modèle, quand est-ce que j'ai connu ce modèle? J'ai connu ce modèle exactement, ça, c'est pas vrai. Et moi, je l'ai connu à Santa Fe, à New Mexico. Quelqu'un m'a raconté le modèle, je ne connaissais pas. Vers l'année 2006, par là, on m'a raconté le modèle. Et puis, ce que j'ai fait en retournant au Chili, j'ai travaillé avec un collègue physicien qui avant était au CNRS, ici, justement, à Nice, Sergio Rica, ancien CNRS, physicien. Et puis, il y a mon fils. Ce n'est pas que j'ai chassé mon fils comme ça pour travailler. Hein. Et lui, il finissait ses études d'informatique, et puis il a fait, entre guillemets, la thèse d'ingénieur sur ce modèle. Donc, tous ces calculs sont faits entre moi, Sergio Rica et mon fils. Essentiellement, mon fils a fait toute la programmation, c'est ça qu'il a fait. Hein. Et puis, bien sûr, on a publié un article
Et c'est que c'est rigolo qu'il m'a dit, papa, je suis très content d'avoir fait un article avec toi, mais c'est la première et la dernière fois. Alors, jusqu'à maintenant, ça va. C'est comme ça. C'est un article, ça y est, ras-le-bol, voilà, ciao. Okay? Donc, cet article, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Je vais parler de deux choses. Ce résultat-là, c'est qu'on boit, et puis d'un petit résultat théorique qui s'est lié un peu à ce qu'Enrico a dit au début, de la fonction majorité au début. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le pourcentage de couleurs. Donc ici, moitié-moitié, 50% de chaque couleur, de plus 100 et de moins 100. 25% d'une couleur et un quart, de 12,5% de l'autre. Et ici, c'est le seuil de tolérance qu'on a considéré. En bas. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7. 8, on n'a pas mis. Voilà, donc, essentiellement, qu'est-ce qui se passe? Quand le seuil de tolérance est très bas, c'est comme quand on boit de l'eau. C'est une espèce de gaz. Tout le monde change. On n'est pas content. Si le seuil est très petit, c'est trivial. Ça, c'est une photo, mais ça, c'est dynamique. C'est comme l'image qu'on voit à la télévision quand ça ne marche pas. Tu vois, des bruits. C'est que des bruits. Il ne se passe rien. Dans la mesure qu'on augmente le seuil, les cas, à mon avis, les plus intéressants sont ici. Ces deux, ça un peu aussi. Et moitié-moitié, c'est pour moi le plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe? On est près de la moitié. Le voisinage à 8. 3, bon, c'est pas la moitié, mais quand même. Et 4, c'est juste la moitié. 5, un tout petit peu plus. Bon, pour ce modèle-là, on a prouvé, de façon quand même pas très compliquée, qu'on peut associer au modèle l'énergie de Ising, la même que j'ai travaillé pour le truc de majorité. Ça veut dire qu'il y a un opérateur mathématique que chaque fois qu'on fait un swap, qu'on change de deuxième de vue, deux croix. Deux croix. Donc on va directement sur les attracteurs où tout le monde, je ne sais pas si c'est content, mais il ne bouge plus, il ne peut plus bouger à un certain moment. Et puis il y a une certaine vitesse qu'on peut calculer, tout ça. Ici, donc les paramètres d'ordre qu'il y a, c'est une fonction d'énergie qui c'est mathématiquement parlant, c'est une fonction quadratique, que c'est comme le modèle de Ising en physique, très similaire ou le même à certain égard. Et vous voyez que c'est un très beau exemple de système complexe. Système complexe, essentiellement pour dire que ça ne suffit pas de connaître le comportement local d'un individu ou d'une personne, ou qu'il sache ce qui se passe. La seule chose que chaque individu ici veut, c'est être dans un endroit où il soit plus ou moins content en relation à son seuil. S'il n'est pas content, il essaye de changer. C'est tout ce qu'il sait. Mais à partir de ça, il y a une structure spatiale qui apparaît. S'auto-organise le système. Il y a une structure spatiale que, vous voyez ici, ça c'est un tore. Donc là-haut, c'est avec en bas. C'est comme ça. C'est une structure stable. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce seuil 3 et ici, 3 et 4, ou ici, on essaye de minimiser la frontière des quartiers dans des deux populations. On peut le prouver. Ça veut dire, la dynamique amène à un état stable où on minimise, on essaye de minimiser le bord, la frontière entre les quartiers. C'est ça qu'ils font sans savoir chaque individu. Évidemment, M. Chen ne savait pas ça. Ça, c'est des choses qu'on a fait après, dans ses papiers ou par là, quoi. Mais on essaye de se mettre comme ça. Et ici, il y a moins d'une couleur, mais ça, il faut me croire, dans le donut, c'est un cercle. Parce qu'il minimise le périmètre. D'accord? Donc, et ici, il commence à s'éparpiller. Et voilà, c'est des objets convexes, mais plus éparpillés. Ici, il y a beaucoup d'autres, donc il y a un petit cercle. Bon, il y a la partie ici aussi, et puis ça. Et par là, on commence à avoir des attracteurs. Ça, c'est des attracteurs aussi, tout ça. Ça, c'est quand c'est une image, là, ce n'est pas une. On a fait des milliers d'images, donc c'est une image très représentative du système. Hein, okay? Donc, ici, il n'y a que du bruit.
de ce côté-là. Et ici, c'est pareil que l'autre, mais c'est un attracteur, c'est fixe. Parce que personne ne veut changer, je m'en fous. Moi, il y a une tolérance énorme. Donc, le truc intéressant, c'est plutôt par là. Évidemment, ça, on peut le prouver et le faire dans pas mal de voisinages. Ça veut dire, ce n'est pas nécessairement que ce soit le voisinage de moi, avec 8 voisins, on peut mettre d'autres, etc. Donc, et ça, on l'a publié, si quelqu'un est intéressé, je ne me rappelle même pas où on l'a publié. Physics Review Letters, quelque chose comme ça. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Hein. Disons que ce n'est pas vrai. C'est une autre revue, mais pas là. Mais je vais donner la référence après. Bon, je continue. Et il y a une tendance à la ségrégation. Il y a une diminution d'interface au milieu. Vous voyez, tous les contrôles, c'est au milieu. Et on continue à avoir frustration. Ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que des fois, s'il y a une population plus grande que l'autre, il y a des mecs qui veulent changer, mais il n'y a pas d'autre couleur à changer. Donc, ils restent coincés, frustrés. Parce que pour changer dans cette dynamique, il faut en avoir deux. Que deux mecs ne soient pas contents. D'accord? Donc, voilà. À cet égard, bon, là, on voit des échelles différentes. C'est des paramètres, ça fait des trucs qui sont un peu percolation ici. Vous voyez, il y a pas mal des exemples comme ça. Et puis, bon j'ai parlé tout, et maintenant je donne les formules, j'ai dit une formule quadratique, c'est exactement, vous voyez, c'est la formule quadratique de Ising. Hein. Le x, c'est plus ou moins 100, quoi. D'accord? On peut minimiser les vols et tout ça, et on a l'énergie ou cette quantité de croix quand le seuil de frustration, de tolérance est supérieur ou égal à la moitié. De la moitié au-dessus. Mais quand c'est moins que la moitié, par exemple les 3, qui c'était tout à fait intéressant, si on fait la courbe d'énergie, ça décroît, mais des fois ça monte un petit peu. Mais quand même, en moyenne, ça décroît. On va les regarder, voilà. Et ça c'est divisé par n. Hein, par n, c'est la grandeur de réseau, essentiellement. Donc, vous voyez, pour le truc où il y a l'énergie, ici, ça décroît très vite et se stabilise. Pour t égale à 3, dans les théorèmes, ça ne marche pas. Parce que c'est un peu en bas de la moitié. Mais quand même, le comportement, si on regarde de près, ça clignote ici. Ça monte un tout petit peu, mais quand même, ça descend. Mais ça reste coincé plus de haut. Et bien sûr, si on prend des seuils très grands, quoi, disons, des tolérances très petits, ça arrive aussi à se stabiliser d'un côté énergie, mais très haute. Ça arrive très haut. Et voilà, il y a par rapport au temps, c'est plus ou moins pareil. Et puis, ici, j'arrête un peu. J'arrête, non, c'est pas, je vais nulle part. Je prends un peu de l'eau. Et puis, donc, M. Schelling, il a fait ce modèle, l'a publié dans la revue Social Science l'année 71. Il était prof à Harvard, il a fait d'autres choses. Et quand même, il est devenu très, très connu par ce modèle, et pour d'autres choses. Et puis, en 2005, il a eu le prix Nobel d'économie. 2005. Pas seulement pour ce modèle, mais quand même. Voilà, donc maintenant, on va, comme on dit, quand on fait une recette de cuisine, on le réserve à côté à M. Schelling, et on va continuer avec un autre. Et maintenant, je vais parler de M. James Sakoda. Et là, c'est la revue Mathematical Sociology, Social Science, c'est la même revue que je parlais tout à l'heure. C'est l'article de lequel je vais parler, James Sakoda. Qu'est-ce qui se passe? En 1945, évidemment, tout le monde sait que, je crois que c'était le mois de décembre, il y a eu l'attaque japonaise à Pearl Harbor. Presque immédiatement, tous les citoyens japonais et fils des Japonais américains, ce qu'on appelle les Nikkei, à l'époque, on les a mis sur des camps on les a concentrés à tous, on les a mis sur des camps, en Californie surtout.
Donc, la famille de monsieur James Sakoda, à l'époque, je crois qu'il avait 24 ans, 23 ans, pas là, 25 peut-être. Et puis ses parents, lui, on était internés sur un camp de concentration, mais quand même, au moins aux jeunes, on les laissait sortir pour aller à l'école ou à l'université. Et lui, il préparait un doctorat en sciences sociales, monsieur Sakoda. Et alors, on parle de 1943, je crois que c'est le truc de Pearl Harbor, si je ne me trompe pas. Donc, il cherchait un sujet pour sa thèse. Il était là, et puis il a commencé à observer la relation qui s'est produite entre la communauté japonaise à l'intérieur du camp, entre eux, et puis la relation de garde à l'extérieur du camp qui gardait le japonais, et la relation entre les deux. Donc il a fait un modèle pour voir une dynamique entre ces deux populations. Okay? Et ce modèle, c'est ça. Donc, de nouveau, ça c'est des dessins de son article. Hein. Donc, lui, il considérait, et je suppose que c'est 8 par 8 là, mais tant pis, on peut le regarder après. Là, il y a des populations, mettons qu'il y a le garde et les japonais, et puis il y a une petite matrice de relations entre eux, et qui compte quoi? Si je suis, mettons, dans la population japonaise, quelle relation j'ai avec ma propre population? J'aime être avec les autres japonais, je n'aime pas, je m'en fous. Donc, mettons qu'il y a 3 possibilités. Je peux changer, mettre des points, mais mettons qu'il y a 0 moins 100 plus 1. Et puis, les gardes, c'est pareil. Quelle relation il y a entre eux, etc. Donc, ces modèles, dans ces notations, c'est la ségrégation. Ils sont contents avec eux et pas contents avec les autres. Ils sont contents avec eux et pas contents avec les autres. Donc, il a mis un certain nombre de agents de chaque population à l'intérieur de petits échiquiers. Et puis, il essayait, en tenant compte de cette fonction, de cette matrice, qu'on prenait un type et on le mettait dans un endroit où il soit meilleur. Disons que s'il est content avec les siens, il va essayer d'aller avec un fonctionnel, que c'est comme une espèce de fonction d'énergie, dans un côté où soit fasse diminuer la relation avec les autres, et vice-versa. Donc, en faisant des échanges en parlant, ici, à différence du modèle de Schelling, ici, il y a des trous, il y a des maisons vides. Donc, ce mec, à un certain moment, il cycle zéro. Donc, vous voyez, je ne sais pas qu'il change ici, je n'ai pas vu. Celle-ci, il est venu ici, des autres sont changés. Je change d'une population à l'autre en parlant, de 2 couleurs. Et puis, peut-être, ils vont arriver à un stade stable, peut-être pas. Selon un fonctionnel qui tient en compte la relation qu'il y a entre eux. Vous voyez bien que comme il y a, j'ai mis 3 états, moins 100 plus 1 est 0, donc il y a 3 puissance 4 possibilités de matrice. Okay? Donc il y a un tas de matrices de behavior, de comportement, et lui, il a étudié quelques-unes, ce qu'on appelle par exemple social climbers. Ça veut dire que je ne veux pas être avec les miens, mais près des autres. Donc, je me colle à côté des autres, et ça se voit tous collés aux autres, voilà, avec un pas, et ça, c'est tout fait à la main, et des travaux sociaux, eux, ils essayent d'être ensemble, les autres pas, mais on peut inventer un tas de comportements. Et faire des couples, s'il l'appelait boy and girls, ça veut dire qu'on essaye d'être à 2 et les autres viennent loin, quoi. Disons que d'être en couple, comme on voit ici, c'est de là, de là, de là, de là, de là, ça c'est l'attracteur. C'est que, alors là, je reviens, comment j'ai connu le modèle de M. Sakoda, de Nikkei. M. Sakoda, jusqu'à maintenant, il est très inconnu. Le modèle Sakoda aussi. Mais
l'année 2015, j'ai eu j'étais invité à l'Université d'Orléans pour un an, mais en fait, je ne pouvais pas rester un an, donc j'ai passé 3 mois chacun, donc 15, 16, 17, 18. Et donc, je suis allé tous les hivers pendant 3 mois. Et le premier hiver, comme les gens qui m'ont invité avec ces grands d'Orléans, de la région, il y avait des économistes, il m'a fallu faire un séminaire chez les économistes. Bon, il y avait d'autres gens. Et puis, je suis allé, j'ai raconté la première partie, donc Schelling, avec d'autres résultats, beaucoup plus que ce qu'il racontait ici. Et puis, j'ai dit une chose, j'ai dit, bon, à ma connaissance, et récemment, je dis ça à mes connaissances, c'est le premier modèle inventé de ségrégation sociale, mathématique, quoi, simple. Alors, un monsieur qui s'appelait Cyril, je me rappelle toujours des prénoms, il m'a dit, non, vous vous trompez parce que le premier, c'est M. Sakoda. Et là, je suis de Sakoda. Alors, il m'a envoyé après, moi, j'ai discuté beaucoup avec lui, le papier de M. Sakoda. Et l'histoire, c'est la suivante. Donc, quand il était dans le champ et il allait à l'université, finalement, il a défendu sa thèse. Il a défendu sa thèse, mettons que le 45-46, je ne me rappelle pas ça. Dans sa thèse, il y avait le modèle. Et puis, il s'est tiré. Ça veut dire qu'il est passé à une autre chose. D'ailleurs, si on le cherche encore aujourd'hui dans Google, on va trouver, il y a plusieurs Sakoda. Il y en a un qui c'est un lutteur, c'est pas lui, un lutteur de je ne sais pas quoi. Il y a un autre qui c'est lui, on parle d'un bouquin très connu d'origami. Donc lui, il s'intéressait à origami. Mais de ces modèles finis. Donc les années 40, 50, 60, et puis l'année 71. Je ne me rappelle pas quand le programme Fortran est apparu, le langage. Ça doit être les années 60 et quelques, vers les années 70, par là. Et apparemment, lui, il a vu le programme Fortran, il a repris sa thèse et il a fait les petits exemples plus à la main avec un programme, mais pour un échiquier de 8 par 8. Il les a mis sur la thèse, il a préparé un article et il l'a envoyé à la revue que j'ai montré tout à l'heure, Social Science ou quelque chose comme ça. L'article, Sakoda. Il est apparu dans la revue, dans un volume, je ne sais pas, je ne me rappelle pas par cœur, l'année 1971. Alors, coup de théâtre, dans le même volume, à quelques pages, était le modèle de Schelling. Dans la même revue, le même volume. Là, il y avait le Nikkei Sakoda, donc un petit japonais qui a porté personne. Quelques pages après, le modèle de M. Schelling, qui venait bien sûr, de Harvard. Donc Sakoda, mort. Et peut-être qu'il s'en foutait. Et puis il a fait sa vie. Voilà, moi je suis ça. Et vraiment, ce n'est pas pour le dire, mais je crois que je suis un des rares et seuls, avec mes collègues Rika, mon fils et d'autres après, qui ont appris le modèle sérieusement et on a fait quelques articles. Si vous cherchez les résultats sur le modèle de Sakoda, et peut-être il y a d'autres, mais pas trop. Ça continue à être un truc qu'on a découvert. Et il y a un article historique à peu près d'une centaine de pages d'un monsieur de l'Allemagne qui s'appelle quelque chose comme Spielmann, je ne me rappelle pas par cœur, où il fait l'histoire, mais l'histoire pas comme moi, la vraie histoire, donc avec des détails et tout ça, mais essentiellement ce qu'il vient de raconter. C'est un très bon article historique, sociologique, je veux dire. Et puis, donc, M. Sakoda est arrivé 30 ans à l'avance. Mais il est arrivé, pas deuxième, il n'est même pas arrivé, il est disparu. Donc, il était littéralement ségrégé. Vous comprenez, c'est un truc dingue d'épistémologie. Hein? Donc, il est arrivé le premier, et puis, il n'est pas arrivé, en fait. D'accord. Donc, voilà, c'est pour l'histoire. Et puis, je raconte ce qu'on a fait. Ça, par contre, mon fils, bien sûr, il était déjà, je ne sais pas où, il ne voulait pas savoir son père. Donc là, il continue à travailler. Je crois qu'ici, c'est un article aussi avec Sergio Rica, et puis avec un
un étudiant, co-étudiant du doctorat qu'on a au Chili, un système complexe, et puis le doctorat d'ingénierie industrielle de l'Université de los Andes à Bogota. Et l'Université de los Andes à Bogota, elle est plus haute que la nôtre parce que c'est dans la montagne à 2600 mètres. Et il faut dire que c'est meilleur que la nôtre. C'est une grande université. C'est une des meilleures universités d'Amérique latine, hein, de 3 ou 4 principales ou 5. Okay? Donc, cet étudiant-là, Medina, moi et Sergio Rica, premièrement, on a pris toutes les matrices de 2 par 2. Donc, il y a 81, je crois, en total. C'est 3 par 3 par 3 par 3. 81 matrices possibles. Premièrement, on voit rapidement qu'il y a des matrices, par exemple, si je change la couleur, donc les plus 1 et les moins 100, donc c'est le même comportement. Donc, on a éliminé tous les trucs qui sont équivalents. Et finalement, on a resté un certain nombre de matrices, je ne me rappelle plus, qui sont codées ici, sont codées comme des vecteurs, mais c'est 2 par 2, avec toute la façon de se relationner en un autre. Et puis, on a trouvé 7 fonctionnels d'ordre. Ça, c'est les entrées de la matrice. Il y en a 4, S11, S12. Donc, essentiellement, ici, c'est à peu près combien on entre guillemets, s'éloigne d'une matrice symétrique, dans la petite, là. Si on était s'éloigné ou pas. Et puis, en regardant ça, on a des attracteurs. Ça, c'est, écoutez, je n'ai pas dit. Ça, on a fait le modèle à une dimension. OK? Ça dans une ligne. Ça veut dire comme un automate cellulaire. OK? Donc, deux mecs qui ne sont pas contents, ils vont échanger comme ça, avec une certaine règle, que c'est la règle de M. Sakoda, que je n'ai pas expliqué en détail, mais c'est un fonctionnel qui tient compte de la matrice. OK? Donc, on voit que quand on est très négatif, qu'est-ce que ça veut dire très négatif? Mettons ici, S1, 2, est-ce qu'il y a un stylo quelque part? Je peux faire, ou s'il y en a... Ah, si. C'est S1, 1. Donc, voilà, c'est la matrice des relations d'une population avec l'autre. OK? Donc, il y a 4 paramètres. Si deux là sont 1, S1, 2, yes de 1, c'est 1. Et l'autre, par exemple, c'est 0, 0. Pour dire quelque chose, c'est quoi ça? Ça me donne moins 2. Donc, je ne suis pas là, etc. Moi, je peux jouer avec ça, avec ce paramètre. Donc, de ce côté-là, ce qu'on remarque, c'est que ça, on le voit, c'est des attracteurs dans le temps. Ici, c'est la condition initiale. Ces lignes rouges, ça veut dire qu'on a laissé passer, je ne me rappelle plus, 1000 ou 2000 itérations jusqu'à arriver au régime stationnaire, d'accord? Et puis, on voit en bas, c'est ça la dynamique. Ça, c'est une dynamique de ce côté-là, plutôt de ségrégation. Donc, les populations se partagent dans le temps, comme ça. Et ici, il y a plutôt qu'on alterne les couleurs, quoi, à une dimension. Ça veut dire un à côté de l'autre. Et au milieu, il y a un peu de trucs un peu chaotiques, comme ça, au milieu. Ça veut dire, avec ces paramètres, on a classé tous les trucs à une dimension. Mais à une dimension, on voit mal pour ce modèle. Donc, regardons à 2. Voilà. Avec les mêmes paramètres d'ordre, on voit bien ici que c'est le phénomène à style ségrégation, où il y a des quartiers qui se ferment sur soi-même, et de l'autre côté, il y a des comportements quand même très bizarres, style comme ça. Ah, et écoutez, là, il y a 3 états possibles dans les réseaux de dimensions. L'état vide, il n'y a personne dans une maison, ou l'état plus 1 ou moins 1. D'accord? Donc, là, c'est différent chez Schelling parce qu'on a laissé des trous où on peut se changer. Mais on peut adapter Schelling tout à fait à la même chose, quoi, d'accord? Donc, en moralité, bon, bien sûr, Sakoda, il a fait le boulot de Schelling. Et plus que ça, il a fait tout le boulot avec ce modèle-là. Et ça, c'était la dernière, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après avec ce modèle jusqu'aujourd'hui? Je vous raconte parce que je dirais que dans la littérature, des articles de base sur M. Sakoda, il y en a
4 ou 5. Il y a lui, le premier, et après il y a le monsieur qui a fait l'historique, que je vous ai dit, et puis il y a un autre groupe avec des mecs un peu partout, on doit avoir 5 ou 6 articles. On a publié dans quel type de revues de physique, et puis dernièrement, je vais parler de ce modèle un petit peu maintenant, on a publié sur Scientific Report, on a quelques articles là-dedans, sur ce type de modèle. Et aujourd'hui, au Chili, on a, pas moi, mais un collègue, lui, il est le chef. Moi, je suis le chercheur senior, entre guillemets. On met les vieux, toujours c'est bien de mettre des gens, et maintenant, il y a dans tous les projets, on met des vieux, des jeunes, machin. Donc, moi, je suis la partie vieux, hein, senior. Okay. On me met là. Et le projet, c'est ce modèle mathématique en sciences sociales. Donc, c'est un gros projet. Et maintenant, ce qu'on fait, au Chili, il y a une ville où je suis né, Antofagasta, que c'est très riche parce qu'il y a toutes les mines de lithium, un peu de cuivre, un peu ces choses-là. Donc, il y a eu vraiment une énorme migration venant de... Premièrement, c'était la Bolivie. Bon, il y avait la population de base. La Bolivie. Le Pérou. Puis, dans cet ordre, on a apparu, je dirais, le Colombien du Pacifique, côté Pacifique de la Colombie, quelques Équatoriens, et dernièrement, et là c'est vraiment énorme, les Vénézuéliens, par des raisons aussi dans son pays politique. Le Chili, encore, c'est un pays qui ça va, quoi. La situation sociale et économique, c'est plus ou moins correcte, quoiqu'on a des problèmes comme partout, donc les gens viennent là. Évidemment, Antofagasta, on se croyait, disons, il y a 40 ans au Chili, moi-même, au Chili, on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, etc. Mais ce n'était pas vrai, parce qu'on n'avait pas, c'est pas moi ça, on n'avait pas l'opportunité, on n'avait pas l'autre. L'altérité n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, et puis on a les mêmes problèmes, ou similaires dans d'autres pays. Donc, on a appliqué le modèle Sakoda. On a des matrices de données réelles, énormes, où dans des quartiers, on demande à quelqu'un qui habite sur un quartier, dans un appartement, une maison, c'est ce que vous voudriez, on a un cercle. Quel morceau du cercle, c'est comme les pizzas, aimerez-vous dans votre quartier que soit, mettons, chilien de base? Quel morceau de vénézuélien comme vous? Quel morceau péruvien, machin? Donc, c'est un modèle de Sakoda qu'on peut faire avec 5 ou 6 populations. On a déjà publié quelques articles qui sont, moi, je trouvais très intéressants parce qu'on a pris 2 populations de base. Disons que, mettons que, pour donner, ça c'est théorique, mettons les Chiliens de base, avec les Péruviens qui arrivent, on met des proportions, des matrices d'intérêt, des relations entre les autres, on les fait courir, et on arrive sur des attracteurs, où se stabilisent, quoi que ce soit, s'il y a une stabilisation. Et puis, à ce moment, on introduit une 3e population qui arrive. Et on voit comment change les structures de stabilité. Et on peut mesurer des choses, on peut même ne pas faire de théorèmes, mais mesurer des choses. Donc maintenant, on est en train d'essayer de le faire pour une population au moins de 3 et peut-être de 4. Évidemment, le nombre de comportements des matrices, vous voyez bien que ça croît énormément. Donc il y a des problèmes mathématiques. Premièrement, caractérisé pour N populations, N, d'accord, P populations différentes, pas 2, et quelles sont les matrices équivalentes ou de même comportement ou pas. Ça ne suffit pas les changements de couleur, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxièmement, mimer à l'ordinateur quelques cas qui ont des données réelles. Tout ça, on est en train de le faire. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a 2 thèses doctorales, côté, mettons, modélisation, côté physique mathématique, et il y a aussi au moins une de sociologie. Parce que c'est le groupe, il y a des sociologues, il y a tout ça. Donc, on travaille sur ce type de modèle. Et puis, j'espère qu'un jour, quand on regarde M. Sakoda Google, on ne retrouve pas un lutteur ou un mec qui dit, bon, j'ai fait l'origami. Et c'est ça.
Donc, merci. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, pour les articles durs, entre guillemets, hein, et vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous envoie. OK, merci.